Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. Vous m'entendez? Tout d'abord, je remercie l'association de cette invitation et c'est toujours un plaisir de revenir à Annemasse. J'avais aussi beaucoup apprécié l'échange et les rencontres au mois de juin. Et je suis encore plus heureux d'intervenir sur un thème qui est au centre de ma vie et de mon quotidien depuis maintenant 5 ans. Parce que c'est un projet de recherche que j'ai initié en 2017 maintenant. Et qui m'a, au-delà même de mon travail de chercheur, qui m'a vraiment amené à vivre une expérience humaine et intellectuelle assez incroyable. Depuis 5 ans, à travers de nombreux voyages, de nombreuses rencontres. Et là, je suis encore vraiment très impliqué intellectuellement dans le sujet. Parce que cette année, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'être chercheur associé au Shamrock Center à New York. Et je suis revenu il y a 2 semaines à peu près. Et le Shamrock Center est l'un des plus prestigieux centres de recherche en études afro-américaines. Le centre est à New York. Et en plus, le centre est à Harlem, qui en plus d'être un des cœurs historiques de l'histoire et la culture afro-américaine, c'est aussi le fief de Malcolm X. Et donc j'étais pendant 3 mois immergé à Harlem, et j'y retourne dans quelques mois. Et pour vous présenter brièvement mon travail, qui a pour objectif de déboucher sur la publication d'articles spécialisés sur Malcolm X, mais sur des thèmes spécifiques, et la publication d'un ouvrage plus global sur la vie et l'œuvre de Malcolm X. Et j'ai pu réaliser en fait des centaines d'interviews, mais parce qu'il y a des personnes que j'ai interviewées plusieurs fois, mais j'ai interviewé 50 personnes, incluant alors environ, il faudrait que je revoie mes notes, mais environ 35 sources primaires, c'est-à-dire en fait des témoins directs, c'est-à-dire des gens qui connaissaient directement Malcolm X. Ce qui signifie, Malcolm X a été assassiné en 1965. Les gens qui le connaissent ont aujourd'hui, pour la plupart, beaucoup sont déjà décédés. Malcolm X aujourd'hui, il est né en 1925, donc il aurait 97 ans. Et donc ceux qui l'ont connu, ils ont aujourd'hui entre 75 au minimum. Et j'ai interviewé fin novembre une personne qui avait 93 ans, pour vous dire, à Washington. Et donc ce travail m'a amené à sillonner les États-Unis, Los Angeles, New York, Boston, Philadelphie, Atlanta, et même à aller parfois dans d'autres pays, parce que ce que certains oublient parfois, c'est que Malcolm X n'était pas simplement un leader afro-américain aux États-Unis, mais c'était devenu une personnalité internationale, dont les idées, dont le discours, dont l'engagement avaient un écho dans le monde entier. En Afrique, au Moyen-Orient, dans différents pays asiatiques, différents pays européens, et jusqu'en Amérique latine où il était en train de nouer, avant son décès, de plus en plus de contacts. Et donc pour introduire le personnage, avant d'entrer dans la thématique, il a été assassiné le 21 février 1965 à Harlem, donc de nombreuses balles. Donc il était, j'allais dire comme moi aujourd'hui, sur scène, comme ça, et malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ce qui est intéressant quand on analyse la vie de Malcolm X, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de nombreuses vies dans une vie. Il a eu une vie très courte au niveau de la temporalité. Il est mort à peine moins de 40 ans. Mais il a vécu une vie d'une richesse, d'une densité et d'une productivité assez incroyable et hors norme. Et c'est ce qui fait que son histoire, jusqu'à aujourd'hui, a marqué plusieurs générations. Toute une génération, et notamment en France, notamment dans les quartiers populaires, a été marquée début des années 90 par le film de Spike Lee sur Malcolm X, et donc qui a finalement projeté le personnage à travers le succès hollywoodien du film. Et le film a déjà été réalisé il y a 30 ans. Et fin novembre, il y avait une projection
du film à Brooklyn, à laquelle j'ai assisté, à New York, pour les 30 ans du film. Et Spike Lee était présent, et il y avait le révérend Al Sharpton qui est venu, c'est pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis. La fille de Malcolm X était présente. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire qu'encore on avait une nouvelle génération, donc plus jeune que moi, des jeunes qui ont 20 ans, qui de nouveau reprenaient à leur compte l'héritage de Malcolm X. Et ça passait à la fois par des codes. Par exemple, vous voyez, ils avaient des casquettes avec des X, des manteaux avec des X. Et donc je me suis dit, finalement, de génération en génération, ça se renouvelle. À une époque, c'était beaucoup les rappeurs américains, Ice Cube et d'autres qui avaient, à travers différents symboles, renouvelé un peu la personne qui était Malcolm X et ce qu'il pouvait représenter. Et on se rend compte que même s'il est très connu, très populaire, c'est devenu une icône avec Mandela, Martin Luther King, énormément d'aspects de sa vie restent méconnus. Et c'est le travail que j'essaye de faire, notamment depuis 5 ans où je travaille sur des archives, j'essaye d'enregistrer, de récolter l'histoire orale à travers les interviews. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'informations, énormément d'éléments qui restent encore à mettre en lumière. Et concernant la thématique spécifique de ce soir, c'était Malcolm X, libération et éducation. Parce que je pense que c'est 2 termes fondamentaux dans la vie, l'œuvre et l'héritage du personnage. Malcolm X se définissait lui-même comme un African American Freedom Fighter. C'est un combattant afro-américain pour la liberté. C'était une des manières de se décrire. Et la notion de liberté, de libération, de lutte pour la libération, c'était quelque chose qui revenait souvent. Mais le mot libération, il était multidimensionnel dans le cas de Malcolm X. C'est-à-dire il y avait la libération au sens social, politique, celle de la lutte, même de la révolution. Et il y avait un aspect qui était primordial chez lui et qui était connecté. Pour lui, c'était un ensemble global connecté. C'était la libération sur le plan individuel, que ce soit une libération intellectuelle, une libération morale, spirituelle. Et la première des libérations, c'est se libérer des chaînes de son esprit. Et on se rend compte que pour lui, il était important pour lui-même comme pour sa communauté de se libérer de ces chaînes invisibles qu'on ne voit pas dans notre esprit, dans notre intellect, pour ensuite envisager la libération sociale et politique. Et les deux étaient liés, et toute sa vie, il a œuvré pour essayer d'avoir cette double approche de la libération. Et dans ce processus de libération, l'éducation était centrale. L'éducation aussi bien individuelle que collective. L'éducation intellectuelle comme l'éducation morale et spirituelle. Parce que Malcolm X était, comme il le rappelait souvent, comme je l'ai dit, il était un combattant de la liberté, donc plus sur le plan politique, et il était aussi un leader religieux musulman qui avait aussi tout un engagement pour l'islam et les musulmans. Et même s'il distinguait les ordres de ces 2 engagements, pour lui, les 2 étaient aussi éminemment connectés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il était vraiment au carrefour de communautés différentes, d'idéologies différentes, et dans une époque clé, parce que vous voyez, les années 50-60, c'est à la fois une période où on est encore dans la ségrégation, dans un racisme très fort. On a encore des gens qui se font assassiner, notamment dans le sud des États-Unis, des Noirs, des Afro-Américains. Et on est en même temps dans la période où on avait le mouvement des droits civiques. Et donc on parlait déjà, notamment avec l'arrivée de Kennedy, des lois qui commençaient à émerger pour petit à petit avancer vers l'égalité des droits pour les Afro-Américains. Donc on est dans une période clé, une période de transition, et c'était aussi une période de transition sur le plan international, qui était très importante quand on parle de la lutte afro-américaine telle qu'elle était vue par Malcolm X. C'était toute la période de la décolonisation en Afrique et au Moyen-Orient. Donc aussi des luttes de libération dans le tiers-monde. Et pour cela, c'était quelque chose qui était très connecté. Et donc,
contrairement à ce que parfois on pense, c'est-à-dire que, et je vais y revenir, donc si je devais résumer, donc Malcolm X naît dans une famille militante. Donc l'idée de dire qu'il a tout découvert en termes de conscience de soi, de connaissance de soi et de l'importance de la lutte pour sa communauté, avec la Nation of Islam, c'est réducteur. Évidemment, la Nation of Islam a joué un rôle important dans sa vie, dans sa transition quand il était en prison. Mais déjà avant ça, son père et sa mère étaient des gens éduqués, notamment sa mère. Son père était un Afro-Américain, sa mère, et ça certains ne le savent pas, n'était pas une Afro-Américaine au sens strict. Elle venait des Caraïbes, elle venait de l'île de Grenade. Et elle a émigré aux États-Unis, comme d'ailleurs beaucoup d'Afro-Américains à la base. Leurs ancêtres venaient aussi souvent des Caraïbes, de Jamaïque ou d'autres îles. Et donc il vient de cette famille-là, et sa famille, ses parents faisaient partie du mouvement de Marcus Garvey. Marcus Garvey, c'est un grand nom du panafricanisme et quelqu'un qui avait fondé un très très large mouvement international, lui-même venait de Jamaïque, pour la libération des Noirs, l'éducation des Noirs, l'autonomie des Noirs, et il prônait aussi d'une certaine manière, même s'il y a des nuances sur ce qu'il entendait exactement par là, mais le retour en Afrique des diasporas afrodescendantes. Donc ses parents font partie de ce mouvement, sont engagés dans ce mouvement, et donc lui, il est nourri de ça, intellectuellement. Donc c'était pas du tout quelqu'un qui était complètement vide. Après, sans rentrer dans les détails, son père est assassiné par un groupe proche du Ku Klux Klan, parce que noir, parce que militant. Sa mère, à un moment donné, est placée en asile psychiatrique, et donc lui et ses frères sont placés dans des familles d'accueil, dans des centres juvéniles. Donc c'est une enfance chaotique, très difficile. Et il subit énormément de racisme dès la petite enfance. Il était dans une école où il était le meilleur élève, il était le ou l'un des seuls noirs. Et il y a notamment un épisode qui est vrai, qu'on retrouve dans son autobiographie, qu'on retrouve dans le film de Spike Lee, et qui l'a beaucoup marqué psychologiquement, où à un moment donné, comme il était le meilleur, il a dit à son professeur qu'il voulait être avocat. Et son professeur lui a dit « Non, mais c'est pas réaliste, un noir ne peut pas être avocat. » Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que ton père travaillait de ses mains ? Peut-être que tu peux faire un métier manuel. Et donc ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué et dont il parlera plus tard dans son parcours. Et donc voilà, cette enfance aussi qui nourrit cette colère, qu'il exprimera plus tard, une colère qui l'a amené parfois même à une certaine radicalité. Et c'est pour ça que quand on voit ce qu'est devenu Malcolm X, ils font comprendre tout le cheminement. Et son cheminement, pas simplement pour le comprendre lui, mais pour comprendre la colère qui était celle de millions d'Afro-Américains à l'époque. Et sans rentrer dans les détails, donc il y a une période où il vit chez sa sœur à Boston, Ella Collins, et il arrive à un moment donné, donc, il découvre Roxbury, il découvre Harlem à New York, donc des quartiers majoritairement afro-américains, et donc il a à la fois une vraie attraction culturelle, c'est-à-dire il rencontre des grands noms, par exemple du jazz, du blues de l'époque. Il connaissait personnellement Billie Holiday, qui se produisait souvent à Harlem, au Small Paradise, qui était un club connu par exemple. Et dans ce milieu-là, il commence à devenir finalement un voyou, un délinquant. Donc il a toute une période où il vend de la drogue, il fait tout un tas de choses, sans rentrer dans les détails. Et à cause d'un cambriolage à Boston, donc il termine en prison. Et en prison, il était réputé pour sa dureté. Quelqu'un de dur, un vrai voyou, un vrai mec du ghetto. Voilà. Sans pitié, on le surnommait même Satan. Il était souvent mis en isolement. Et encore une fois, on ne peut pas dire que... Alors même lui, des fois, il dit « j'étais complètement dans l'ignorance, etc. » C'est sûr qu'il a vécu toute cette période-là. Mais c'était quelqu'un qui avait quand même hérité d'une culture. Mais disons que les épreuves de la vie et toute cette vie dans la rue et toute cette période délinquante a un peu voilé ces éléments-là. Mais une étincelle peut toujours faire ressortir ce qui est voilé. Et donc,
Et là, on en vient à la question de l'éducation. Malcolm X rencontre un homme en prison. Dans l'autobiographie, il l'appelle Bimby, mais son vrai nom de famille, c'était Bambry. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger avec le neveu de ce monsieur qui est décédé depuis longtemps et qui était en prison parce que c'était un voyou, c'était quelqu'un qui avait fait des cambriolages, etc. Mais c'était un homme d'une grande culture. C'était un intellectuel, on peut le dire. Quelqu'un qui avait lu de nombreux ouvrages. Et en fait, en prison, il essayait d'éveiller les consciences. Donc, il discutait avec beaucoup d'autres prisonniers et il leur parlait de littérature, il leur parlait de l'histoire, notamment de l'histoire des Noirs. Et il avait un vocabulaire très soutenu et élevé, notamment par rapport à ceux qui étaient en prison. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Malcolm X. Il dit, c'était la première fois que je voyais un Noir qui arrivait à se faire respecter par la qualité des mots et de l'élocution de son langage. Il ne se faisait pas respecter par la violence, par la dureté, par la vulgarité, mais par sa qualité intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose qui l'a marqué. Et finalement, cette personne-là a eu une vraie influence sur lui. Et il avait remarqué des qualités chez Malcolm X sur le plan intellectuel, que c'était quelqu'un de plus malin que les autres. Et donc ça a été un élément déclencheur d'un intérêt, d'un appétit, d'une curiosité intellectuelle. Et qui l'a amené à commencer à lire des livres, notamment des livres sur la langue anglaise, pour essayer d'améliorer son langage. Et donc dans tout ce processus, Malcolm X il commence à étudier. Ensuite, on a un autre élément qui va accélérer ce processus, c'est qu'on a deux de ses frères, Philbert et Reginald, qui vont lui dire, voilà, on a de nombreux membres de la famille ont adhéré à un mouvement, donc c'était la Nation of Islam, et donc on voudrait aussi que toi tu rejoignes ce mouvement. Et donc voilà, il leur parle, on nous a appris que Dieu était blanc, donc c'était un peu l'image que le christianisme américain renvoyait de Jésus, mais Dieu n'est pas blanc, il est noir, il s'appelle Allah. Donc c'était la Nation of Islam, pour résumer, c'était un mouvement hétérodoxe par rapport à l'islam classique, mais qui avait intégré certains éléments de l'islam et qu'ils avaient mélangé avec une mythologie qu'ils avaient créée. Et on va dire des éléments du nationalisme noir et des choses qu'ils ont repris notamment aussi de Marcus Garvey. Et donc Malcolm X est séduit par le discours, un discours qui dit do for self. Les Noirs doivent agir et construire pour eux et ne pas supplier l'homme blanc de faire ce qu'ils doivent faire pour eux-mêmes. D'accord ? La connaissance de soi, on doit se connaître nous-mêmes et connaître notre histoire. On nous a appris que l'Afrique c'était une jungle peuplée de gens sans aucune connaissance, de gens ignorants, etc. Non, l'Afrique est une terre de civilisation où il y a eu des grands empires, où il y a eu des rois, des reines, où il y a eu des grands scientifiques, etc. etc. Et donc ça, il est ébloui par ça. Et ça aussi, ça a été à la fois donc, en devenant musulman, une libération spirituelle sur le plan religieux. Ça a été une rupture sur le plan moral, parce que cette conversion à l'islam de Malcolm X l'a amené à rompre avec la consommation de drogue, et donc à complètement changer son mode de vie, parce que c'était quelqu'un qui était addict à la drogue, et il continue à consommer des demi-drogues en prison. Donc là, il a arrêté, il a commencé à essayer d'avoir une vie saine, sobre, et donc ça a été un changement radical, et lui-même le dit dans l'autobiographie, j'ai trouvé Allah, Dieu et l'islam en prison, et à partir de là, ma vie a été transformée. Ça, c'est une phrase que je cite littéralement de l'autobiographie de Malcolm X. Et donc ça a eu un impact, et ça l'a aussi incité à lire et étudier. Et dans ce processus d'auto-éducation, on se rend compte qu'il a acquis une énorme discipline. Parce que pour arrêter en si peu de temps, par exemple, de consommer des drogues quand on est addict depuis très longtemps, c'est pas facile. Et pour changer de mode de vie aussi rapidement, c'est pas facile. Et donc il a développé un vrai sens de la discipline. Et ce processus était en progression. Et ensuite, sa sœur, Ella, a réussi à le faire transférer d'une prison qui s'appelait Charlestown à Norfolk,
Et dans la prison de Norfolk, qui est dans la région de Boston, en fait, c'était une prison où il y avait, entre guillemets, qui était plus intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de bibliothèques, beaucoup plus de possibilités d'accéder aux livres, et il y avait aussi des clubs de débat dans cette prison. Et Malcolm X, dans cette prison-là, il a vraiment utilisé tout son temps à lire et étudier. Tout son temps. Il lisait des livres d'histoire, de philosophie, d'anthropologie. Hein. Il a lu, par exemple, il a lu Nietzsche, il a lu Spinoza, il a lu Kant. Il a lu de nombreux livres sur l'histoire des Noirs ou des Afro-Américains. Il a lu des livres de W.E.B. Du Bois, de Webb Du Bois, pour ceux qui connaissent, le grand historien et sociologue afro-américain. Et il a lu des dizaines et des dizaines de livres, et même il a même lu le dictionnaire, pour approfondir son langage, sa connaissance de la langue. Il a lu, c'est-à-dire de A à Z, tout un dictionnaire. Et il s'arrêtait sur les mots, il étudiait l'étymologie, il étudiait les définitions. Donc on était dans un processus non seulement d'auto-éducation, mais avec énormément de rigueur et de profondeur. Et en même temps, il échangeait des lettres avec sa famille, notamment, sa famille lui écrivait et lui envoyait de la documentation sur les croyances de la Nation of Islam, et lui-même leur répondait. Et en écrivant, il s'exerçait aussi à améliorer sa langue. Et moi-même, parce que le Shamrock Center où je travaille cette année est l'institution qui a la plus grosse collection d'archives sur Malcolm X. Donc moi, j'ai étudié dans une des boxes qu'ils ont dans la collection. J'ai lu les différentes lettres qu'il écrivait, notamment à un de ses frères quand il était en prison. Et on voit les premières lettres qu'il écrit en 1947, ensuite 48, 49. On voit la progression et on voit le changement à travers les lettres. Et lui-même parle beaucoup de ce processus-là. Il parlait par exemple il lisait souvent la Bible. Et il disait, mais comment j'ai pu être aussi ignorant à l'époque? Parce qu'en fait, il faisait une lecture, je dirais, critique et avec sa propre interprétation de la Bible. Et il arrivait à déceler des sens qu'il n'avait jamais vus avant et que personne n'avait jamais vus avant et qui étaient très très intéressants. Très très intéressants sur notamment la manière dont la société, disons, américaine blanche dominante avait parfois instrumentalisé la Bible pour légitimer l'oppression des Noirs. Et lui, il arrivait et il avait une lecture d'une profondeur assez étonnante, parce qu'il était encore jeune à ce moment-là, mais il parlait même de la question du fait qu'en fait les Hébreux n'étaient pas des Européens. Enfin, c'était très très profond, très très intéressant. Et en prison, je ne pourrais même pas citer le nombre de livres qu'il a lus, mais il a lu Shakespeare, et vous savez, il y a tout un débat sur qui était Shakespeare. Et bien, quand Malcolm X participait à un club de débat en prison, il avait sa propre théorie sur le sujet. Et il pensait que, donc, il disait qu'il avait, sur la base d'arguments, il disait que Shakespeare était certainement le roi Richard, je crois, ou en tout cas un des rois d'Angleterre, et il explique pourquoi. Et il faut savoir qu'il y avait, parmi les instructeurs qui géraient ces clubs de débat, beaucoup étaient très énervés par Malcolm X, parce qu'en fait, finalement, il était plus fort qu'eux. Et en débat, il les battait, déjà en prison. Et c'est pas pour rien qu'il deviendra l'un des plus grands orateurs de l'époque contemporaine, et qui est encore aujourd'hui reconnu comme tel. D'accord. Donc ensuite, ce processus-là, donc en prison, on a vraiment à travers l'éducation, on a vraiment une libération intellectuelle par la lecture, par le savoir. Il y a l'idée qu'il se libérait de la propagande de la société américaine dominante, tout ce qu'on leur avait inculqué, brainwashing, on leur a lavé le cerveau avec la suprématie blanche, et où on essaye d'inférioriser les Noirs, l'Afrique. Et donc lui, il s'est libéré de ça à travers la connaissance. Et c'est pour ça qu'une des choses sur laquelle il insistera beaucoup dans toute sa vie, dans ce qu'il a transmis, c'était ce qu'il appelait the knowledge of self, la connaissance de soi. Se connaître soi-même pour être libre. Donc, connaître son histoire, connaître son identité. Ça, c'était un élément important, et j'y reviendrai dans le cadre de cet exposé. Et ce qui est aussi intéressant, et ça on le retrouve beaucoup quand on écoute Malcolm X ou qu'on lit son autobiographie, c'est qu'en fait,
il est passé de deux extrêmes, hein, une vie je dirais dans la débauche, dans la délinquance, dans la rue, etc., où il a vu le pire de l'être humain et de la société. Le pire. Et il le raconte. Et ensuite, il adopte une vie saine. Voilà, on voit Malcolm X, quelqu'un de très sérieux, discipliné, instruit, hein, qui était très très rigoureux avec lui-même. Et dans la Nation of Islam, vous savez, ils avaient des règles très strictes. Par exemple, ils ne mangeaient qu'un seul repas par jour. Enfin, il y avait des règles très très strictes. Et c'est quelque chose vraiment qu'on retrouve tout au long de sa vie. C'est que tout ce qu'il a, son expérience de la rue, il en a fait une force. Alors, par exemple, il raconte, il dit voilà, quand j'étais à Harlem, par exemple, j'étais dans telle situation, j'ai vécu telle chose, voilà, dans le monde de la criminalité, etc. Mais il en a tiré un enseignement. Et cet enseignement-là, qu'il a, par exemple, quand c'était une chose qu'il a utilisée pour le mal à cette époque, il l'a transformée en qualité, il l'utilisait pour le bien après cette transformation. Et c'est aussi cette connaissance de la rue, cette connaissance des Afro-Américains d'en bas, du ghetto, parce qu'il était des leurs, qui lui a permis d'être le plus grand, celui qui a eu le plus gros impact en termes de recrutement dans la Nation of Islam. Vous savez, beaucoup de gens moi j'ai fait beaucoup d'interviews avec des anciens de la Nation of Islam. Et parce que il y a eu un conflit par la suite, j'y reviendrai, entre la Nation of Islam et Malcolm X, et vous en avez encore beaucoup aujourd'hui, hein, qui au minimum sont critiques sur Malcolm X, au maximum le détestent et considèrent même qu'il méritait d'être assassiné. Et j'ai eu ce débat avec des gens de la Nation of Islam quand j'étais aux États-Unis, et parfois on dit oui mais Malcolm X, c'est la Nation of Islam qui l'a fait. Donc en tentant un peu de réduire ce qu'il est et ce qu'il a produit. Alors on ne peut pas nier que la Nation of Islam a eu un impact énorme sur la vie de Malcolm X. Énorme, on ne peut pas le nier, c'est quelque chose de très très clair. Mais moi, ce que je leur réponds, et ce que je dis souvent, c'est que l'impact que lui a eu sur la Nation of Islam est aussi incroyable. Et il devrait être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour cette organisation. C'est-à-dire que quand il rejoint la Nation of Islam, il y avait environ entre 400 et 500 membres. Quand Malcolm X rejoint la Nation of Islam, quand il sort de prison en 1952. En peu de temps, en quelques années, en une dizaine d'années, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers d'adhésions grâce à Malcolm X. Grâce au fait, notamment, c'était devenu une personnalité médiatique, le mouvement était devenu national. Il a ouvert 46 temples qui deviendront plus tard des mosquées, mais ça s'appelait temple à cette époque-là. Hein, le temple de Boston, c'est Malcolm X qui est derrière. Celui de Washington que j'ai visité, c'était Malcolm X qui était derrière. Et donc, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a créé une nation. Et la Nation of Islam, avant lui et après lui, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Et la majorité des gens adhéraient grâce à lui. Et il disait, moi j'ai interviewé de nombreuses personnes qui me disaient, mais moi j'ai assisté à une conférence, Malcolm X est venu dans le Connecticut en 1956, j'ai assisté à sa conférence avec mon frère. À la fin de la conférence, Malcolm X dit, qui est prêt à adhérer, que ceux qui sont prêts à adhérer lèvent la main. Il dit, j'ai tout de suite levé la main, après une conférence, alors qu'il partait là-bas sceptique. Parce que cet homme avait une force en termes d'élocution, il avait un charisme mais hors norme. Il arrivait à faire pleurer les gens et juste après à les faire rire. Une seconde il pleure, la seconde après il rit. Il arrivait à utiliser l'humour, il utilisait des symbolismes, des métaphores. Et moi je vous invite à, notamment pour ceux qui comprennent l'anglais, à regarder sur YouTube ses conférences, à écouter ses interviews, à écouter ses débats télé, mais c'est incroyable. Par exemple, l'intervention qu'il avait fait à Oxford en 64, elle est pour moi historique. C'est incroyable la qualité, sur le fond comme sur la forme, sur les arguments. Et c'est pour ça que dans les débats, que ce soit à la télé ou à la radio, il était imbattable. Il était imbattable. Et
Cette éducation-là, elle était constante. C'est-à-dire que c'est pas simplement Malcolm X a lu des centaines de livres en prison, il s'est arrêté là. Non, toute sa vie, il a lu des livres. Et ça, c'est un enseignement pour nous tous, sur l'importance de la lecture, sur l'importance des livres, notamment à une époque où on est complètement noyé dans les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans ce qui est rapide, dans ce qui est superficiel, dans ce qui est immédiat. Non, se réconcilier, revenir à la lecture. Pour nourrir son intellect, pour se libérer parfois de la propagande ambiante, il n'y a rien de mieux que la lecture, que les livres. Lire. Et lui, toute sa vie, il a lu. Un jour, il y a un journaliste anglais qui lui a demandé, il lui a dit « What is your alma mater ?» C'est-à-dire, quelle est votre école, votre université? Il a dit c'est a good library and books. Il dit c'est une bonne bibliothèque et des livres. C'est ça mon université. C'est ça mon école. Et toute sa vie, dès qu'il avait un moment de libre, il lisait des livres. Tous les jours, il lisait la presse. Il lisait la presse afro-américaine comme Amsterdam News et la presse américaine plus large comme le New York Times, etc. Tous les jours, il lisait la presse. Il était informé de ce qui se passait aux États-Unis et dans le monde. Et ça allait plus que ça. Et on voit que là, pour lui, la libération passait beaucoup par l'éducation. C'est qu'il avait constamment des gens autour de lui qui étaient un peu comme des sortes de conseillers informels. Par exemple, un qui était historien, un qui était sociologue. Et dans le cadre de différents projets sur différentes questions, il les consultait. Il allait chercher le savoir vers ceux qui ont le savoir. Il n'était pas du tout quelqu'un qui pensait tout savoir. Au contraire, chaque fois qu'il voyait une personne qui avait un savoir, il allait s'intéresser à cette personne et chercher à connaître, à mieux comprendre une problématique, un sujet. Donc on était vraiment dans la précision. Et l'éducation, c'était... Vous savez, il y a une citation de Malcolm X qui est connue, il a dit l'éducation, c'est notre passeport pour le futur. Et on le voit que toute sa vie, que ce soit dans la Nation of Islam, comme après quand il a créé ses propres organisations, donc l'organisation pour l'unité afro-américaine et la mosquée musulmane, Muslim Mosque Incorporated, il y avait toujours dans le programme un volet éducatif qui était central. Il fallait éduquer la jeunesse. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient des sessions, ils ont créé des écoles, ils avaient tout un tas de programmes éducatifs. On enseignait l'histoire, on enseignait la religion, on enseignait la littérature. Il avait même, quelqu'un m'a raconté qu'il y avait au temple numéro 7 à New York, où Malcolm X c'était ce qu'ils appelaient le ministre, c'est-à-dire c'était le leader du temple, le leader religieux. Ils avaient des cours d'élocution, où Malcolm X était un des enseignants d'ailleurs, où il apprenait à un certain nombre de membres qui avaient des dispositions peut-être à parler en public, pour devenir eux-mêmes ensuite des leaders du mouvement. Donc il les formait à bien s'exprimer, à communiquer, à parler en public. Et ça, c'était comme ça que l'idée, c'était de former la nouvelle génération et les leaders de demain. Ils avaient des cours d'histoire. Aux États-Unis, on vous dit ça, ça, ça. Non, voici la vraie histoire des Noirs, voici la vraie histoire des musulmans, voici la vraie histoire de l'Afrique. Et attention, Malcolm X était passionné d'histoire. Et connaître l'histoire, c'est important parce que le présent est nourri du passé et l'avenir se construit aussi en fonction du passé. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un enjeu mémoriel quand on parle de l'histoire. Que certains, des gouvernements, des hommes politiques essayent parfois de manipuler l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'histoire est un enjeu. Et donc lui, il a mené tout un combat pour se réapproprier leur histoire. Et pour l'enseigner à leur communauté qui malheureusement était très ignorante de cette histoire. Et c'est pour ça qu'il enseignait aux gens l'histoire des empires africains, du Mali, de l'Égypte antique, de l'empire aussi du Soudan, et du Maroc, du Maghreb, de l'Andalousie. Malcolm X, par exemple, il y a une dame que j'ai interviewée à Atlanta, qui était membre du temple numéro 7 sous Malcolm X, donc fin des années 50 et jusqu'en 60. Malcolm X a quitté officiellement en 64 la Nation of Islam. Et
donc en 63, quand son fils est né, à cette dame, c'est Malcolm X qui lui a donné son prénom. Et donc, on dit Brother Malcolm, c'est comme ça qu'il l'appelait, ou Minister, Brother Minister. Comment on appelle notre fils? C'est Malcolm X qui a dit appelez-le Tariq. Appelez votre fils Tariq. D'accord? Pourquoi? Il disait parce qu'il y avait un grand leader, général, Maure, de l'Empire Maure, donc du Maroc, qui avait conquis l'Espagne, l'Andalousie. En fait, c'était Tariq, il s'appelait Tariq ibn Ziyad, et c'est lui qui a donné son nom à Gibraltar. C'est Malcolm X qui dit ça. Cette femme me raconte cette histoire. D'accord? Donc il y avait aussi, c'est-à-dire que Malcolm X s'intéressait beaucoup et enseignait beaucoup l'histoire de l'Afrique subsaharienne, mais il s'intéressait aussi énormément à l'Égypte, au Maghreb, au Moyen-Orient, et plus que ça, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui connaissait très bien et qui parlait beaucoup, par exemple, des civilisations japonaises, des civilisations chinoises. Une amie très proche de Malcolm X, et qui elle-même est devenue une militante très connue aux États-Unis, qui s'appelait Yuri Koshiyama, qui était d'origine japonaise, et notamment sa famille avait été internée dans des camps. Vous savez, aux États-Unis, ils ont mis des Japonais dans des camps au moment de la Deuxième Guerre mondiale, parce que ils disaient que les Japonais c'était les alliés de l'Allemagne, etc. Donc elle était héritière de tout ça. Et elle raconte une fois, elle dit, mais une fois j'ai invité Malcolm X pour qu'il fasse une interview avec des journalistes japonais. Il dit, mais ils étaient choqués par la densité de sa connaissance du Japon, de la culture et de la civilisation japonaise. C'était assez impressionnant. Et d'ailleurs, il y avait un des principaux collaborateurs de Malcolm X, des plus proches de Malcolm X, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, qui parlait couramment le japonais. Et déjà dans la Nation of Islam, Malcolm X, comme la Nation of Islam, avait des liens avec des mouvements nationalistes japonais. Ça, c'est des liens aussi intéressants. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Et bon, Malcolm X s'intéressait aussi beaucoup aux civilisations musulmanes nord-africaines. Et l'histoire était centrale dans tout ce processus d'éducation et de libération. Pour se libérer, il faut se connaître soi-même, il faut connaître son histoire. Ça, c'était un élément central chez Malcolm X. Et il y avait quelque chose que je voulais dire dans le cas de son passage en prison, que je trouvais assez intéressant. C'est que dans toute cette période où il lisait énormément, à la fois là, sur l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, il participait à des débats, il s'instruisait sur la religion, il se développait aussi spirituellement. Il y avait tout l'aspect religieux, spirituel en tant que musulman. Et il dit une phrase qui est assez, pour moi, incroyable quand on lit ça. Donc il dit, j'étais en prison, mais il était tellement engagé dans ce processus de libération individuelle, multidimensionnelle, qu'il dit, en fait, j'étais en prison, mais j'avais jamais été aussi libre de ma vie. Donc ça, je trouve cette phrase très très forte d'enseignement. Donc il est physiquement, son corps est en prison, mais parce qu'il a réussi à briser les chaînes de son esprit, il considérait qu'il n'avait jamais été aussi libre. Et ça, chaque fois que je relis ce passage, je trouve ça d'une force, en termes d'enseignement, en termes symboliques, assez incroyable. Assez incroyable. De dire que mon corps est en prison, mais mon esprit est libre. Et finalement, la vraie liberté, c'est celle-ci. Et donc, quand il sort de prison, il sort aussi avec cet état d'esprit. Et la dimension de l'éducation est donc pour s'éduquer soi-même, éduquer les nôtres, éduquer les gens. Il y avait tout un aspect chez Malcolm X médiatique et en termes de relations publiques et de communication. Parce que pour lui, les médias, c'était un vecteur de transmission d'idées et d'informations. C'est pour ça qu'il disait même de la mauvaise pub, c'est de la pub quand même. Et donc c'est pour ça que Malcolm X était l'un des premiers dans le mouvement auquel il appartenait à en fait participer à de très très nombreuses émissions télé et radio. Et il est devenu rapidement, notamment à partir de la fin des années 50, une personnalité médiatique nationale. Et on a encore des débats qu'il a faits qui sont assez impressionnants. C'est-à-dire qu'il débattait avec de grands professeurs, de grands intellectuels, et finalement, il était très souvent gagnant dans ces débats. Et ces débats avaient aussi un impact chez les gens. C'est-à-dire que beaucoup de gens rejoignaient le mouvement
parce qu'il voyait Malcolm X à la télé. Et vous savez, il faut comprendre dans la psychologie de cette époque-là, d'ailleurs, c'est pas complètement passé, c'est encore une réalité qui existe, mais disons, c'était encore plus fort à cette époque. Mais imaginez-vous, dans les années 60, pour des Afro-Américains, de voir un noir, un des leurs, qui avait une telle puissance intellectuelle et en termes d'élocution, qui arrivait à vaincre ses adversaires sur le plan intellectuel, dans les médias. Pour eux, c'était des victoires symboliques énormes. Et dans tout ce processus de libération, pour les gens, c'était une forme de libération psychologique. C'est-à-dire, on n'a pas à avoir peur, on n'est pas inférieur. Et une libération aussi en termes d'estime de soi. Non, on doit croire en nous-mêmes. On n'est pas inférieur, on n'est pas des gens qui ne valent rien. Et on peut les battre, même sur leur propre terrain. Sur le terrain où habituellement ils dominaient, c'est-à-dire sur le terrain des idées, du débat, sur le plan scolaire, on peut aussi les battre. Et Malcolm X, il incarnait ça pour eux. Et il incarnait quelqu'un qui défendait sa communauté contre le racisme, contre les injustices qu'il subissait, sans compromis. De manière radicale, sans compromis et sans peur, sans crainte. Et ça, c'est quelque chose qui inspirait et qui impressionnait. Même les adversaires de Malcolm X étaient impressionnés. Et ils le reconnaissaient. Ils disaient, oui, on était ses ennemis sur le plan des idées, on était contre ce qu'il représentait, mais on était admiratif de son charisme et de son talent. Et même ça, même plus tard, après sa mort, certains ont écrit là-dessus. Il y avait un journaliste qui a écrit bon, c'est un peu ambigu d'ailleurs quand on y pense, mais il y avait un journaliste blanc, un Américain blanc, mais qui appréciait beaucoup Malcolm X et que Malcolm X respectait aussi. Et qui a plus tard écrit un livre, d'ailleurs qui a écrit une biographie de Malcolm X, qui s'appelle Peter Goldman, qui est quand on compare par rapport aux nombreux livres qui ont été écrits, je trouve que c'est un très bon livre. Et sa femme, la femme de ce journaliste, dit quand Malcolm X venait chez nous, on l'invitait il discutait avec nous autour d'un café, vraiment. Elle disait il dégageait une telle puissance, une telle virilité, qu'on avait l'impression d'une puissance intellectuelle, humaine, même quelque part peut-être masculine. Elle disait on avait l'impression de déjeuner ou de prendre un café avec une panthère noire. Ouais, c'est une image, mais que je trouve qui est assez révélatrice de la manière dont une femme américaine blanche de cette génération-là a pu projeter sur Malcolm X à travers sa relation personnelle et ses rencontres avec le personnage. Et pour revenir à la question de la communication et des médias, c'était un élément central. Malcolm X, et c'est là qu'on voit qu'il était visionnaire, il avait compris l'importance des médias. Et le présent nous le confirme. Aujourd'hui, les médias, que ce soit maintenant aussi par extension les réseaux sociaux, ont un pouvoir énorme et une influence énorme. Et à l'époque, c'était pas autant le cas, mais c'était déjà le cas et c'était en progression. Et Malcolm X l'avait compris et c'est pour ça qu'il avait vraiment, dès les fin des années 50, il écrivait des articles chaque fois qu'il pouvait dans des journaux, répondait aux interviews et c'était dans tout. C'était bien sûr les journaux afro-américains comme le Amsterdam News ou le Pittsburgh Journal, mais aussi le New York Times. Même il a fait une longue interview très connue dans Playboy, le journal Playboy. Donc c'était vraiment chaque fois qu'il y avait une opportunité, il le faisait. On l'a invité dans les plus grandes universités, il répondait toujours présent. Et les conférences qu'il a fait dans les universités, la plupart on a aujourd'hui les vidéos, les audios ou le transcript, le texte. C'est quelque chose qui est très impressionnant, la qualité de la manière dont il articulait ses idées, etc. Et il a fait des conférences à Yale, à Harvard, à Princeton. Vraiment, c'était... Je crois qu'il en a fait à Columbia, c'est-à-dire toutes les grandes universités aux États-Unis. Malcolm X y a fait des conférences. Et il allait à Dartmouth College et il était omniprésent. Et ce qui est intéressant, c'était que quand on allait dans les universités, quand vous regardez, la majorité du public, c'était des étudiants blancs
de classe moyenne ou petite bourgeoisie. Et quelque part, Malcolm X, c'est assez intéressant parce qu'il les critiquait. Il critiquait ce qu'ils représentaient, mais dans le même temps, ils étaient passionnés par Malcolm X et ils adoraient l'écouter. Et je pense que finalement, quand on sait recontextualiser les choses, c'est-à-dire que la radicalité qu'il a pu représenter dans son discours, c'était quelque chose qui était un besoin pour cette époque et pour cette société. Vous voyez, après 400 ans peut-être de la pire expression de l'esclavage qui a eu lieu dans l'histoire, telle qu'elle a été pratiquée aux États-Unis, 400 ans de déstructuration d'un peuple, on les a volés de leur terre natale en Afrique, on les a coupés de leur langue, de leur famille, de leur culture, de leur religion, et on les a traités comme même pires que des animaux pendant 400 ans. Et Malcolm X, comme je vous l'ai dit, il arrive dans cette période de transition, et finalement, si on analyse les choses avec du recul, il a vraiment, pour moi, apporté il a contribué à un processus de guérison psychologique pour sa communauté, mais même pour la société américaine. Et la société américaine, disons blanche, a peut-être mis du temps pour s'en rendre compte, mais au bout de quelques décennies, ils ont commencé à comprendre l'importance qu'il a pu avoir pour leur société et pour qu'elle puisse progresser sur ce terrain-là, même s'il y a encore beaucoup de problèmes. Mais c'est sûr qu'entre les années 50-60 et l'élection de Barack Obama, il y a eu un changement, c'est indéniable, malgré tous les problèmes qui existent encore aux États-Unis sur la question raciale. Et je reviens à la question de la communication. Malcolm X comprend aussi que c'est un outil de propagande qui est utilisé contre eux. Et donc il dit qu'il faut créer nos propres médias. Et c'est pour ça que quand il est dans la Nation of Islam, il a créé le journal de la Nation of Islam qui s'appelait Mohammed Speaks, fin des années 50. C'est Malcolm X qui a l'initiative. C'est Malcolm X qui crée ce journal. Et ce journal a eu un succès énorme. Et ça a été à la fois un moyen pour la Nation of Islam de diffuser ses idées de manière très très large, notamment dans les quartiers à majorité afro-américaine. Et en même temps, ça a été une grande source de revenus. Parce que les journaux étaient vendus et ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à la vente des journaux. Et quand Malcolm X a quitté la Nation of Islam, qu'il a créé sa propre organisation, il a créé deux organisations, mais notamment l'OAU, l'Organisation pour l'Unité Afro-Américaine, une des premières choses qu'il décide, il dit qu'il faut qu'on ait notre journal. Et il a créé un nouveau journal qui s'appelait Blacklash. Il dit il faut qu'on ait notre média, il faut qu'on puisse avoir notre propre voix. Donc il avait compris aussi que l'éducation, elle passait par les médias mainstream et créer nos propres médias. Un des éléments aussi dans la question de la libération pour Malcolm X, elle était économique. Et donc c'était de dire que factuellement, la communauté la plus pauvre des États-Unis, c'était les Afro-Américains, avec peut-être évidemment aussi les Indiens d'Amérique aussi, mais la communauté afro-américaine était celle qui, déjà à l'époque, qui avait le plus haut taux de criminalité, de gens en prison, de pauvreté, etc. Et le niveau de racisme était assez hallucinant. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait des gens qui se faisaient lyncher dans les États du Sud, des États-Unis, sur la base de motifs racistes. Et une des choses que Malcolm X a toujours défendu jusqu'à sa mort et que la Nation of Islam a mis en pratique, c'était de dire on construit notre propre économie pour être indépendant. On ne va pas supplier l'Amérique blanche de nous donner du travail, de faire pour nous ceci, de faire ceci. Non, on va le faire nous-mêmes. Et donc on va construire nos entreprises, on va créer nos business. Et c'est pour ça que par exemple, dans le cadre de la Nation of Islam, ils ont créé des dizaines et des dizaines de restaurants, de barbershops, énormément de business qui permettaient d'avoir une entrée économique. Et par exemple, le restaurant de la Nation of Islam à la mosquée numéro 7 d'Harlem était un des... On me l'a dit, même des gens qui n'étaient pas musulmans, qui n'étaient pas membres de l'organisation, ils disaient que c'était un des meilleurs restaurants, on pouvait y aller, c'était familial, c'était un endroit où on pouvait aller en famille, où les femmes étaient en sécurité aussi, etc. Dans une zone qui était difficile, surtout
le Harlem des années 60, c'était pas comme aujourd'hui, hein, c'était un quartier beaucoup plus dangereux à cette époque-là. Et donc il y avait l'idée de, voilà, on crée notre économie pour être indépendant et pour nous libérer. Donc il y avait la libération intellectuelle, la libération économique, et il y avait évidemment la libération politique, et c'est pour ça que Malcolm X, beaucoup plus que la Nation of Islam, s'est beaucoup impliqué dans les mouvements pour l'égalité, pour la justice. Donc il n'hésitait pas à organiser des manifestations. Dès qu'il y avait des violences policières contre des Noirs, il organisait des mouvements. Il participait à des grèves. Il y avait des travailleurs d'Harlem, par exemple, qui se mettaient en grève pour de meilleurs salaires par rapport aux conditions de travail qui étaient épouvantables. Il organisait des mouvements, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était omniprésent et qui était dans l'action. Et il a développé cette idée que les civil rights, les droits civiques, étaient quelque chose de trop limité et insuffisant. Il a dit qu'il ne faut pas simplement se battre pour les droits civiques, mais aussi pour les droits humains. Alors, la manière dont il voit les choses, c'était pour lui, les droits civiques, c'était défendre l'égalité des droits dans le cadre de la loi américaine pour les Afro-Américains. Les droits humains, il disait, c'est quelque chose d'universel pour le monde entier. Et il disait, les droits humains universels, reconnus universellement, des Afro-Américains sont bafoués. Et donc, il faut internationaliser la lutte afro-américaine pour que mondialement, on dénonce cette atteinte aux droits des Afro-Américains. Et c'est comme ça qu'on fera changer les choses. Non pas sous l'angle des droits civiques, mais celle des droits humains. Et c'est pour ça même, et peut-être que c'est une des raisons qui a amené à son assassinat, il était en train de mettre en place une action à l'ONU contre les États-Unis pour faire condamner, disons, les États-Unis à l'ONU par rapport au traitement des Afro-Américains. Il disait qu'il faut traiter les États-Unis comme on traite l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, où il mentionnait aussi des pogroms contre les Juifs en Russie qui étaient condamnés au niveau de l'ONU. Et lui, il considérait qu'il n'y avait pas de raison de ne pas faire la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup gêné le département d'État américain, parce que le département d'État américain investissait beaucoup pour promouvoir mondialement l'image que les États-Unis, c'est le pays de la liberté, c'est le pays... Et lui, il arrive et il dit non, c'est un pays où les Noirs sont opprimés, où ce qu'on vit, c'est comme ce que vivent les Noirs en Afrique du Sud. Et donc Malcolm X devient une personnalité internationale, il voyage, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a son voyage très connu en 64, bon, il va à la Mecque, ensuite il voyage dans différents pays arabes et pays africains, en Afrique. Mais en fait, il a déjà voyagé en Afrique et au Moyen-Orient en 1959, 5 ans avant. Et notamment, il est allé dans un pays, à ce moment-là, il est allé en Arabie Saoudite, en Égypte, mais il est aussi allé au Soudan. Et il a été très marqué par le Soudan. Et moi, je connaissais personnellement, c'était devenu un ami, la personne qui a accueilli Malcolm X au Soudan en 1959, Dr Malek Badri. Allah yarhamou, que Dieu ait son âme, qui est décédé il y a 2 ans, environ 2 ans. Et il m'a dit, Malcolm X, il est venu à Durman, ensuite je l'ai emmené à Khartoum, et il me dit, Malcolm X était impressionné non seulement par la distinction culturelle des Soudanais, par leur élégance, par leur sophistication culturelle, par leur artisanat, par leur histoire. Et Malcolm X connaissait déjà l'histoire du Soudan, il avait beaucoup d'admiration pour le Mahdi soudanais, etc. Et Malek Badri me dit, et Malcolm X prenait plein de photos. Il dit, mais voilà, pourquoi tu prends autant de photos? Je crois qu'il avait même filmé avec une caméra. Et il dit, parce qu'en fait, aux États-Unis, on nous apprend, et les Afro-Américains même pensent ça, parce que on leur a lavé le cerveau, pensent que l'Afrique, en fait, c'est une terre où il n'y a que des ignorants, c'est la jungle, voilà. Et il dit là, je veux leur montrer, avec ces images, preuve à la pluie, que non. L'Afrique, c'est une terre de distinction culturelle, une terre d'histoire, de culture, avec des gens nobles. Et Malcolm X voulait, et toute sa vie, il a essayé, et il a réussi dans une certaine mesure, il voulait rapprocher les Afro-Américains de l'Afrique. Parce qu'il considérait qu'en fait, l'Afrique, c'était la maison mère. C'était la terre d'origine. Et il voulait, en fait, il avait cette phrase où il disait qu'il voulait que il disait, je ne suis pas forcément pour que les Afro-Américains émigrent, retournent en Afrique, mais il disait, je pense qu'ils doivent y retourner intellectuellement et culturellement. Et qu'il y ait ce lien
les Afro-Américains et l'Afrique. Et il disait même, c'était quelque chose finalement qui était aussi par rapport à notre sujet, sur la question de l'éducation et de la libération intellectuelle et politique. Intellectuellement, le lien avec l'Afrique, c'était se réapproprier soi-même et se connaître soi-même, parce que c'était leurs origines, 400 ans avant. Et c'était aussi politiquement, en Afrique et dans le tiers-monde en général, Malcolm X soutenait beaucoup les luttes décoloniales dans le tiers-monde à cette époque, en Asie et en Amérique latine. Alors il soutenait beaucoup les luttes en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Et il disait qu'il fallait pour lui connecter la lutte afro-américaine à l'ensemble de ces luttes globales. Et ça, c'est un changement qui est notamment, c'est quelque chose qui s'est approfondi chez lui lorsqu'il a quitté la Nation of Islam, qu'il a fait son pèlerinage à la Mecque et qu'il a développé une perspective beaucoup plus internationale. Et donc voilà, donc il dit à Malek Badri, il dit voilà, donc pour leur montrer, et donc il voulait aussi éduquer les Afro-Américains eux-mêmes. Il faut dire non, voilà ce que c'est l'Afrique. Donc il y avait un processus d'éducation et aussi pour lui, il cherchait à nouer des liens en Afrique et en Asie pour que ces pays-là, nouvellement indépendants ou en lutte, soutiennent aussi leur lutte aux États-Unis. Et ça, c'était une menace pour le département d'État américain, parce que Malcolm X commençait à obtenir le soutien de l'Égypte, du Ghana, de l'Arabie Saoudite. Il disait, mais attendez, ça va être compliqué là, si à l'ONU, ces pays commencent à voter des motions contre nous. Et donc, voilà, c'est une des raisons qui a aussi mené à son assassinat. Parce que voilà, et je vais conclure avec la dernière période de sa vie, Malcolm X quitte la Nation of Islam, mais en fait, il est forcé à la quitter parce que la Nation of Islam, beaucoup de gens dans la Nation of Islam étaient contre lui et voulaient même attenter à sa vie. Et Malcolm X se convertit à l'islam sunnite. Voilà, il rejette donc officiellement les croyances hétérodoxes d'un point de vue islamique de la Nation of Islam, et il commence même à la dénoncer publiquement. Il fait son pèlerinage à la Mecque. Alors, bien sûr, Malcolm X savait déjà qu'il y avait des musulmans blancs et non noirs. Il le savait déjà. Mais disons que le pèlerinage à la Mecque, ça a été un peu la dernière chaîne du maillon. Vous voyez, il a vécu une expérience qui était tellement intense spirituellement, quand il dit voilà, j'étais avec des gens, des blancs, des bruns, des gens de toutes les origines, de toutes les races, et on a vécu une fraternité tellement intense que c'était finalement la dernière étape qu'il a complètement libérée des croyances qu'il avait avant ça. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous imaginez, il a 39 ans, 38 ou 39, à ce moment il avait, au moment du pèlerinage, il avait 38. Il défend des idées depuis des années et il a le courage de se remettre en question. Et ça aussi, c'est intéressant en termes d'éducation. C'est-à-dire, Malcolm X, il apprend. Et à travers les nouvelles connaissances qu'il a pu acquérir, quand il voit que ses croyances précédentes ou ses convictions précédentes étaient erronées, il a le courage de les reconnaître et de dire voilà, j'évolue sur ce sujet-là. Et ça, peu de gens ont ce courage-là. Peu de gens ont le courage de dire voilà, j'ai pu être dans l'erreur, j'ai pu me tromper. Et il a évolué sur sa conception. Alors, attention, Malcolm X, jusqu'à sa mort, a toujours été un panafricain. Et il a toujours considéré que sa lutte principale, c'était pour la libération de son peuple, c'est-à-dire les Afro-Américains. Mais cette lutte-là, il l'a inscrit dans une perspective plus universelle, à la fois parce qu'il adhérait désormais à l'islam sunnite, orthodoxe, et donc il ne fait aucune distinction entre les races et les origines, où tous les humains sont égaux, indépendamment de leurs appartenances ethniques ou nationales, et de l'autre parce qu'il était beaucoup plus engagé dans une perspective révolutionnaire internationale. C'est-à-dire, il était connecté avec des révolutionnaires en Asie, en Amérique latine. Il a organisé une fois une conférence à Harlem, et Che Guevara a failli venir. Finalement, il n'est pas venu, mais il a envoyé un message pour Malcolm X et pour les gens présents, pour le peuple d'Harlem, je crois qu'il a utilisé. Donc, Malcolm X, durant la dernière année de sa vie, c'est un leader international qui est reçu dans le tiers-monde comme un chef d'État. Il est reçu comme un chef d'État.
il est reçu comme l'ambassadeur, comme le ministre des Affaires étrangères des Afro-Américains. Il est reçu par Gamal Abdel Nasser en Égypte, par Kwame Nkrumah au Ghana, Julius Nyerere en Tanzanie, par celui qui était le prince héritier qui deviendra roi d'Arabie Saoudite, Faisal, etc., etc. Il est reçu avec les honneurs, même certains l'ont soutenu financièrement. Ouais. Donc Malcolm X, à la fin de sa vie, c'est ça. C'était un leader international. Et il arrivait, et ça aussi, ça c'était un point important non seulement sur la question de la libération, mais aussi sur la vision de Malcolm X. C'est-à-dire qu'il arrivait toujours à connecter le local et le global. Il y a la lutte locale aux États-Unis avec les luttes et ce qui se passait dans le monde de manière globale. Et d'ailleurs, il répétait souvent, ça c'est aussi quelque chose d'important sur la question de l'éducation, il disait « I travel to broaden my scope ». Il dit « je voyage pour élargir mon horizon ». Et pour lui, le voyage, il faut savoir que la dernière année de sa vie, pratiquement la moitié de l'année, il était en voyage. Il était en Afrique, en Asie et en Europe. Le voyage, c'était une école. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important pour nous. C'est-à-dire que quand on a l'opportunité de voyager, c'est important de le faire parce que quand on voyage, on apprend. On apprend d'une autre culture, on apprend d'une autre histoire, on apprend de rencontres, on apprend d'un paysage, on apprend d'anecdotes qu'on va vivre ici ou là. Le voyage, c'est vraiment une école formidable. Et Malcolm X l'a expérimenté. Et on a pu même... Malcolm X écrivait un journal quotidien, donc on a pu voir à quel point ces voyages l'ont enrichi. Et on voit à quel point il arriva à évoluer très très rapidement à ce niveau-là. Malcolm X était quelqu'un qui évoluait très vite. Donc à la fin de sa vie, on a ça. On a la perspective plus internationale. On a l'islam qui l'a amené à avoir une vision plus universaliste. Mais en même temps, il restait panafricain et il disait le panafricanisme me lie à l'ensemble des Africains et des diasporas noirs et l'islam me lie à l'ensemble des musulmans et du monde musulman. Et il avait ces deux liens qui symboliquement il les a matérialisés à travers deux organisations. L'Organisation pour l'unité afro-américaine, qui était une organisation non religieuse, non confessionnelle, qui réunissait des Afro-Américains de toute religion ou toute confession ou de différentes idéologies politiques pour un objectif commun, la libération afro-américaine. Et il a créé une autre organisation qui s'appelait la Muslim Mosque Incorporated, qui avait pour objectif de connecter les Afro-Américains musulmans au reste du monde musulman et de promouvoir l'islam aux États-Unis, principalement dans la communauté afro-américaine. Et donc il avait ces deux engagements qu'il a tenté de mener à bien jusqu'à la fin de sa vie. Et c'était quelqu'un, et je conclurai avec ça, à un moment donné, il aurait pu faire d'autres choix. Quand il était menacé par les gens de la Nation of Islam, et que dans différentes villes où il allait, on avait déjà essayé de l'assassiner, etc., il aurait pu, je crois que le roi d'Arabie Saoudite et même, je crois, Nasser lui avait proposé de lui donner l'exil en Arabie Saoudite ou en Égypte ou je crois aussi au Ghana. Donc il aurait pu partir avec sa famille, mais c'est quelqu'un qui en fait a fait passer la cause qu'il défendait, les causes qu'il défendait pour la justice, qu'il faisait aussi pour lui en tant que musulman, pour Dieu, pour Allah. Il a fait passer ça au-dessus de sa propre personne. Et ça, c'est très très rare de trouver quelqu'un qui a un tel niveau d'abnégation. De considérer que finalement, je suis prêt à sacrifier ma propre vie pour mes idéaux. Beaucoup pourront le dire théoriquement, etc. Mais dans les faits, il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours ému quand j'entends l'oraison funèbre qu'avait fait le célèbre acteur afro-américain Ossie Davis, qui était un ami de Malcolm X, quand il dit « Cet homme-là a donné sa vie pour vous parce qu'il vous aimait plus que tout. Il vous aimait, il aimait sa communauté. » Et son assassinat en 65 a mis un terme à ses projets concrets, c'est-à-dire les organisations qu'il a créées n'ont pas tenu. Voilà, il avait eu seulement 1 an pour mettre tout ça en place. Mais finalement, son assassinat et son martyre ont permis, après sa mort et même des décennies après, d'engendrer quelque chose
qu'on ne pouvait même pas anticiper. C'est-à-dire que l'influence que Malcolm X a eue est assez incroyable, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je peux vous dire, moi qui connais bien la communauté musulmane afro-américaine, s'il y a bien deux figures qui sont un peu des sortes de pères spirituels à qui tout le monde fait référence et qui ont un impact énorme, c'est Malcolm X et Mohamed Ali pour les États-Unis. Parce que c'est l'islam endogène. C'était des Américains d'Amérique qui ont été les premiers musulmans, avant même que les immigrés du Pakistan, du monde arabe, etc. ne viennent aux États-Unis. Malcolm X a eu une influence considérable dans le mouvement qu'on avait appelé Black is Beautiful, sur la mode afro. C'était le premier qui disait non, il ne faut pas défriser vos cheveux, etc. Donc, Malcolm X a eu un impact énorme sur ce qu'ils appelaient les arts afro-américains, sur la poésie. Quelqu'un comme Amiri Baraka, qui est un grand nom de la poésie afro-américaine. Amiri Baraka, c'est un disciple de Malcolm X. Il a dédié sa vie à Malcolm X. Comme Sonia Sanchez, qui est toujours vivante, la célèbre poète. C'est une femme qui est une inconditionnelle de Malcolm X. Maya Angelou était prête à tout sacrifier pour Malcolm X. Elle était membre de l'organisation de Malcolm X. Nina Simone adorait Malcolm X. Nina Simone était la voisine de Betty Shabazz, de la femme de Malcolm X. La fille de Nina Simone et les filles de Malcolm X se considèrent comme des sœurs. Malcolm X a eu une influence sur le jazz. Il a eu une influence ensuite sur le rap. Combien de rappeurs du Wu-Tang Clan à Ice Cube, tous se revendiquent de Malcolm X. Tupac cite Malcolm X dans ses chansons. Malcolm X est devenu une figure populaire omniprésente. Vous allez moi je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu à Harlem, je l'ai vu à Philadelphie, je l'ai vu à Boston. Malcolm X, son nom il a donné son nom à des écoles, à des parcs. Vous avez des peintures de Malcolm X. Il est dans le cinéma. Vous avez une série aujourd'hui à grand succès qui s'appelle The Godfather of Harlem, le parrain d'Harlem sur Bumpy Johnson. Malcolm X, c'est le deuxième personnage de la série, etc., etc. Et je pourrais encore vous en parler des heures et des heures et des heures. Il y a le Sidney Poitier qui est mort cette année, qui était un des premiers grands acteurs afro-américains, qui est mort, je crois, à 94 ans cette année. Il aimait beaucoup Malcolm X, et Malcolm X l'appréciait beaucoup, et ils se connaissaient, ils ont collaboré ensemble, ils ont travaillé ensemble. Il y a beaucoup d'acteurs ou de chanteurs afro-américains qui étaient célèbres, qui donnaient de l'argent en cachette à Malcolm X. Parce qu'à l'époque, c'était... c'est ça que beaucoup de gens ont vu. À l'époque, il était diabolisé. C'était pas l'icône d'aujourd'hui, etc. Et on l'oppose souvent à Martin Luther King. Et symboliquement, c'est intéressant parce que cette salle porte le nom de Martin Luther King. Et il faut savoir qu'à la fin de leur vie, les deux hommes se sont rencontrés et leurs vues se sont rapprochées. Malcolm X s'est rapproché du mouvement des droits civiques. Et Martin Luther King, lui, s'est plutôt radicalisé, notamment la dernière année de sa vie à lui, avant qu'il soit lui-même assassiné. Et finalement, regardez, on essayait de dire, voilà, Malcolm X est violent, ce qui n'était pas vrai. Martin Luther King est non violent, ce qui est aussi à nuancer, parce que sa vision était plus nuancée sur la question de la violence-non-violence. Et finalement, les deux ont été assassinés. Mais le message qu'ils ont porté, le message de libération, d'éducation, la lutte pour l'égalité et pour la justice, elle a une influence jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, comme on dit, on a pu tuer leurs personnes, mais on n'a pas pu tuer leurs idéaux qui continuent de vivre et qui continueront de vivre. Inch'Allah. Je vous remercie.